Oui, bonjour, mesdames, messieurs. Je vous prie de... J'aimerais avoir votre attention pour vous présenter Madame Tamara Linder, Madame Linder est impliquée et elle s'intéresse beaucoup à la culture francophone et surtout à la langue française de la Louisiane depuis déjà très longtemps, même si elle est jeune. Ça fait déjà plus de 20 ans qu'elle s'intéresse à ce champ de recherche, particulièrement à l'attitude des jeunes envers le français louisianais, oui, et l'intégration de cette variété de cours de français débutants et intermédiaires. Elle s'intéresse aussi beaucoup à la traduction. Et puis, elle a une quantité d'enregistrements autour de ça, de haute qualité, autour de la traduction. Elle est impliquée dans un dictionnaire de langue française louisianaise, et puis dans une anthologie aussi de la littérature louisianaise d'expression française. Vous voyez son champ d'intérêt, là. Et Mme Linder est professeure de français et d'études francophones dans le département des langues modernes à l'Université de Louisiane à Lafayette. Elle est également coordonnatrice du programme de français langue seconde et aussi elle supervise l'enseignement au niveau débutant. Alors, je vous demanderai, Mme Linder, de bien nous entretenir sur le sujet de votre passion. Merci. Bon, merci, bonjour. Vous voyez, je ne suis pas louisianaise. Mais la Louisiane m'intéresse depuis maintenant 20 ans, je n'aime pas l'admettre. Après avoir fini mon histoire un peu, après avoir fini mon baccalauréat en français à l'Université de Géorgie, où j'ai grandi, j'ai passé une année en France. En revenant, j'ai décidé de faire une maîtrise en français à Lafayette. Je l'ai fait de façon très scientifique. Ça a l'air intéressant. Je me présente. Ah tiens, je suis acceptée, cool. Alors, je suis partie en Louisiane et ça a commencé ma route vers là où je suis maintenant. Je ne connaissais pas du tout la Louisiane, mais je venais du sud des États-Unis, alors je pensais que ça ne peut pas être trop différent. Eh bien, c'est bien très, très différent. Et très intéressant. Par la suite, et sans raconter tous les détails de l'histoire, je suis passée par LSU à Baton-Rouge pendant quelques années, et puis je suis montée à Indiana University pour étudier le français louisianais. Mais là, j'ai fait de la linguistique. Et c'est du côté linguistique que je l'approchais. Là, j'ai eu ma formation en linguistique et j'ai eu le plaisir de devenir membre de l'équipe et enfin co-éditrice du dictionnaire du français louisianais qui est sorti en 2010. C'est un grand livre. Il est très intéressant à lire. Les exemples sont très intéressants. Voilà. Maintenant, je travaille à l'Université de français de Louisiane à Lafayette, où je fais assez régulièrement des études sur les attitudes de nos étudiants. Je suis chargée des cours de français, alors j'ai accès à beaucoup d'étudiants de français et d'espagnol en plus, et j'aime bien leur poser des questions. Et c'est leurs attitudes non seulement envers le français louisianais, mais le français dit standard ou international ou académique et quel rapport ils voient entre les variétés de français et comment l'impact du français dans leur vie dans le sud de la Louisiane. OK. Aujourd'hui, après une petite esquisse de l'histoire et du contexte du français louisianais, je vais vous parler de quelques-unes de mes études qui se concentrent sur le rapport entre la langue française de la Louisiane et l'identité et la culture auxquelles elle est associée du point de vue des jeunes de l'âge plus ou moins du premier cycle universitaire. Il y a aussi quelques lycéens. Pour moi, il est très important de savoir où on en est avec les jeunes avant de commencer à réfléchir aux innovations possibles de la part de l'université. Où en sont-ils? Qu'est-ce qu'ils pensent? Et c'est quoi notre point de départ par rapport aux jeunes si on veut introduire des innovations? Pour le rétablissement, le renforcement, la revitalisation de ce français local qui est en situation minoritaire, oui, et même, on n'aime pas le dire, mais en situation d'étoilement. La langue est en danger de disparaître. La langue telle qu'elle est parlée par les vieux qui la parlent toujours. Le français existerait peut-être toujours en Louisiane, mais la variété traditionnelle
est tout à fait en danger maintenant. Si vous connaissez déjà très bien la Louisiane, excusez-moi de vous répéter ce que vous connaissez déjà. Surtout, vous êtes plusieurs qui sont venus de Louisiane avec moi aussi. Voilà. Si vous notez des fautes dans les formulations utilisées dans mes études, c'est parce que les études étaient en anglais. Pour faire des études avec nos étudiants, il faut les faire en anglais pour qu'ils comprennent. Alors, les traductions, des fois, c'est clunky, c'est difficile à bien traduire. Strongly agree, tout à fait d'accord. Mais j'ai fait de mon mieux. Des fois, il y aura des données ou des résultats qui passent vite sur l'écran. Il y a des séries de tableaux. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des sommaires, des comparaisons à la fin de chaque section. Alors, s'il y a quelque chose qui passe trop vite, ça reviendra. D'abord, OK. Si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair, s'il vous plaît, posez des questions. Si je commence à parler trop vite, parce que je suis un petit peu nerveuse, faites comme ça et puis je vais essayer de me calmer. Quand je suis nerveuse, je parle de plus en plus vite et de moins en moins bien, je crois. Alors, on va voir le thème de l'éducation, identité et culture franco-louisianaise. Bienvenue. Alors, oui, d'abord, c'est comme un aperçu. Et puis, j'ai abordé des questions de l'identité et de la culture et je reviendrai vers l'éducation vers la fin. Okay. On commence avec, de base, un petit aperçu géographique. Voilà la Nouvelle-Orléans, passant de l'est à ouest. Nouvelle-Orléans, Bateau Rouge, Lafayette. Okay? Tout ça ne compte pas. Quand on parle de la Louisiane, c'est ici, et puis même... Sorry, LSU. OK, je vous compte. Bon, vous connaissez sûrement la Nouvelle-Orléans, grande ville, plein de culture, de grandes maisons historiques, quartier français, vieux carré. Voilà. Il y a un héritage francophone de la Nouvelle-Orléans. Il y avait même des salons littéraires. Il y avait une grande tradition d'éducation et d'écrit en français, surtout au 19e siècle, à la Nouvelle-Orléans. Mais on laisse de côté aujourd'hui la Nouvelle-Orléans. On va un peu sauter Bateau Rouge, mais on s'arrête vite fait. La capitale. On voit des influences espagnoles un petit peu plus. Et maintenant, Baton Rouge, c'est connu pour son équipe de football. C'est notre grande université en Louisiane, LSU ici. Voilà, la vieille capitale et la nouvelle capitale. Voilà. Et enfin, on arrive à Lafayette. OK? C'est bien publicisé, bureau de tourisme, comme le cœur de la Louisiane francophone. Ici, on trouve la musique cadienne et zydeco, on trouve des festivals, on trouve la nourriture cadienne, l'Université de Louisiane à Lafayette, qu'on appelle aussi sur les papiers officiels l'Université des Acadiens, même en français, et le siège du Conseil pour le développement du français en Louisiane, le CODOFIL. Okay? Et c'est là où on en est pour notre discussion aujourd'hui. Lafayette fait partie de l'Acadiana. L'Acadiana, si vous faites Google avec Cajun Country, ça vous donne l'Acadiana. C'est la région ici en rouge qui est composée de 22 paroisses officiellement reconnues comme ayant une forte histoire culturelle française acadienne. Cajun Country, c'est plus facile à dire. Mais là, vous voyez, c'est grand comme région. Il y a des différences géographiques ici. C'est la pêche. Ici, on est dans les plaines. On fait l'élevage de bêtes. Mais c'est très varié. Ce n'est pas... C'est lié par cet héritage francophone, mais même l'héritage francophone est divers à travers la région. Il y a certaines parties où la paroisse évangélique, je crois que c'est plutôt français. Il y a d'autres parties qui étaient plutôt acadiens. Terrebonne-la-Fourche, c'est acadien et Houma. Alors, il y a beaucoup de diversité
à travers cette région, même si on lit ces paroisses sous le titre de l'Acadiana. Voilà. Mais c'est d'ici que je parle. On laisse de côté les autres parties de l'État pour maintenant. OK, voilà. Histoire des Acadiens, que vous connaissez peut-être déjà, mais je ne voulais pas le sauter. En 1632, c'est la fondation de l'Acadie au Canada par des colons français. Il y a beaucoup d'histoires là-dedans, c'est très simplifié. En 1755, les Acadiens ont été exilés par la suite des débats entre les Anglais et les Français. Ils ne voulaient pas prêter serment au gouvernement anglais. Alors, les Anglais ont dit, eh bien, au revoir. Et là, après des années très difficiles, les Acadiens commencent à arriver en Louisiane, dans la partie que nous venons de voir. Ils s'établissent, ça ressemblait au paysage qu'ils connaissaient d'avant. Ils se sont installés. C'était des réseaux sociaux très fermés. Ils vivaient assez isolés avant l'invention avant le système d'autoroute. Ils étaient très, très isolés. Mais quand on parle de français acadien, ce n'est pas juste le français acadien qui n'a jamais changé. C'est un dialecte qui a subi les influences de l'anglais, de l'espagnol, des langues amérindiennes et du français des autres parties de l'État, de la France, des autres régions. Okay. Alors, c'est un français varié. Voilà. OK. Le français louisianais, le français acadien. Okay. Avec les gens du sud de la Louisiane, on dit surtout le français acadien. Le français acadien, ce n'est pas juste les Acadiens. Alors, dans les contextes académiques, on dit surtout le français louisianais. Le français louisianais, c'est aussi plus inclusif. Ou bien Louisiana Regional French, si on veut être même plus spécifique. Okay? Qu'est-ce que c'est? C'est le français vernaculaire du sud de la Louisiane. Okay? Où est-ce que j'en suis? Qui descend des dialectes des colons, des immigrés et des exilés acadiens qui se sont installés dans la région par vagues pendant les 18e et 19e siècles. Alors, il y a des Français d'un peu partout qui arrivent à différentes époques. Le français acadien est le produit unique du contact entre des variétés de français parlés par ceux qui ont peuplé la colonie. Bien que l'influence acadienne soit reflétée dans le nom commun du dialecte, on comprend que le français acadien est en fait le produit du français des Acadiens et le français de l'époque coloniale qui les précède, maintenant comme fusionné en ce qu'on considère une seule langue qui montre une variation régionale importante, que vous voyez là. C'est traduit directement du dictionnaire. Cette variété de français reflète des aspects variés des dialectes qui ont joué un rôle dans son développement, aussi bien que l'influence de l'anglais américain, langue avec laquelle le français acadien coexiste depuis des centaines d'années. Je me perds. Dans le sud de la Louisiane, on a décrit le français acadien comme un hybride linguistique qui inclut du vocabulaire tiré du français acadien, du français créole, du français standard du 19e siècle et de l'anglais. Par sa structure, on peut voir clairement que le français acadien est en fait du français. C'est ça, il y a un créole où il y avait une langue créole en Louisiane, ça on laisse aussi de côté pour le moment. Et on parle de cette variété qui est bien du français. Le français acadien est pour la plupart une langue parlée, alors un vernaculaire oral, transmise en famille et au sein de la communauté plutôt que dans les contextes éducatifs. Et le dialecte n'a pas eu de standard écrit pendant la majorité de son histoire. C'est compliqué. Eh bien, je veux d'abord juste vous montrer quelques exemples de français louisianais pour qu'on sache d'où on commence. Ce sont quelques projets de mes étudiants du semestre passé. Ils ont fait des entretiens
en français acadien. Ils ont fait une transcription d'une grande partie de l'entretien et puis ensuite ils font des projets. Et ce projet est très long mais est très très bon. D'abord, on va voir la famille Frédéric juste pendant 1 minute à peu près pour voir que c'est bien du français. Il y a l'appui écrit. Deuxièmement, il y a une boucherie. Je ne sais pas s'il y a des images, mais s'il y a des images et vous n'aimez pas les images de boucherie, fermez les yeux. Et troisièmement, c'est aussi avec des sous-titres, ou bien avec des textes. Et troisième, ça va être sans sous-titres, juste pour vous montrer le projet et faire écouter un petit peu sans appui écrit. Et on va voir. Larry. Asta c'est Drusilla Tauzin Frédéric. Larry Joseph Frédéric. J'ai été né dans 1938, septembre le 25, 1938. Octobre le 10, 1935. Mon papa, c'était un agriculteur. Il travaillait dans l'eau, ça fait on avait un cours pour les animaux. Il plantait coton, des patates, du maïs et des cônes, des spalières. Ça l'appelait Palière. Il était nommé après son vieux pape. Il était bien agace. Il parlait pas un tas. Ma maman, c'était elle restait à la maison. Elle restait à la maison. Elle cuisait notre dîner, lavait notre linge. Et des fois, elle aidait dans le clos, mais pas souvent, parce qu'elle avait tas des affaires pour faire dans la maison. C'est bon. Il dit Kida Tauzin. Vous voyez, c'est bien du français. Il y a des expressions différentes. Elle dit que sa mère faisait le linge, pas au lieu de dire vêtements, elle dit linge. Mais il y a juste quelques différences, mais c'est bien du français. Il y a des impressions dans le sud de la Louisiane que c'est pas du français. C'est du français cassé, que c'est... Tu connais? Mais là, on voit très, très clairement que c'est du français. Avec l'appui à l'écrit, on suit très bien. Il y a des expressions en anglais, I guess. Il y a quelques petites différences. Mais en s'habituant, on comprend très bien, très vite. Okay. Deuxième exemple, encore, c'est une boucherie. C'était des bons jours pour moi. C'est son grand-père. J'ai appris un état, je suis content, j'ai été élevé comme ça, parce que ça m'a fait apprécier ma vie mieux aujourd'hui qu'il y en a. Il y a des enfants élevés aujourd'hui qui n'ont jamais fait des boucheries. Ça ne connaît pas quoi c'est une boucherie, tu connais? But, j'aimerais proche tous les enfants voir une fois comment a eu la viande bien, que ça mange à la table. Tu sais, c'est pareil comme des volailles. Ça mange du poulet frit. Ça connaît pas eu ce poulet bien. Ça croit juste que ça t'a mis dans une boîte, tu connais? Oui. Et ce serait beaucoup intéressant pour montrer les jeunes aujourd'hui comment tout ça devient. C'est bon. Encore, c'est un peu différent. C'est parce qu'on apprend dans la salle de classe, mais on reconnaît que c'est du français. Le mauvais cabri, c'est une histoire racontée par une vieille dame. Et Joseph pensait qu'il allait juste faire un entretien avec 2 femmes, et en fait, c'était comme un family reunion, une réunion de famille. Alors, c'est un peu... C'est pas très fluide, sa façon de parler, mais il a fait un très bon petit film. Ça va durer 2 minutes, et cette fois, il faut écouter un peu plus. Daar avait des moutons et des béligots, des goats. Ça fait, on n'avait pas personne avec des Christmas trees, you know. Mais mes soeurs ont donné sur le catalogue un Christmas tree pas plus haut que ça, d'après moi. Mettre au châssis, allumer le Christmas tree entre les fêtes. Ça fait tous les chars passer. Pep, 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 pep. On ne sait pas quoi faire, c'est tapé qu'on est. Ça a été, ça fait tout d'un coup. Ouvre la porte, le béligot comme ça, puis il était Christmas tree. Mais ça, c'était le canard, le béligot, ça. Dis-lui qui pape fait avec le béligot. Mais ça, le bois de foyer
était tout cordé bien, puis le blégot grimpé, on va back, tout arranger back le bois. Ça fait, le blégot était pas Ça a mis le carcon, mais ça est carcon. Un carcon. Mais ça fait des poches. Oh non. So Daddy dit, ça fait, Daddy a été avec tous les cabris, maire de Saint-Hyacinthe, on avait de l'eau, tous les cabris, n'auraient pas parti. Le dimanche d'après, Daddy prend Kai, ça part à l'échec. Plus de cabris. Quelqu'un avait pris tous ces cabris. But no loss. C'est pas qu'on ait été un island d'enfants. C'était un peu plus difficile à comprendre. On a beaucoup travaillé la transcription de cette partie. Mais avec des connaissances en français, on arrive. Bon, là, vous voyez que c'est du français. Là, c'est surtout les vieux qui le parlent maintenant. Ça fait un décalage avec les jeunes, mais c'est bien du français. Mais le français est en déclin depuis le XXe siècle. Surtout, on dit à cause de l'éducation publique obligatoire en 1921. Était défendue de parler français à l'école. Les enfants francophones étaient punis et ridiculisés. Et c'était vraiment une période très difficile pour les francophones en Louisiane. Alors les parents, ils arrêtaient d'enseigner le français aux enfants en pensant qu'ils auront plus d'avantages s'ils parlaient juste l'anglais. Ça menait à une stigmatisation sociale. L'anglais devenait la langue du pouvoir. Le français était associé avec la pauvreté, avec les fermiers, avec les gens de la campagne qui n'avaient pas d'éducation. Et là, ça nous mène au manque de transmission intergénérationnelle. Et selon Henry and Bankston, les facteurs sociaux qui ont joué un rôle sont la concentration de locuteurs dans la population rurale. C'est souvent ça, le urbain versus rural. Le statut inférieur du français acadien par rapport à l'anglais. Et le manque d'éducation en français. Parce que même s'ils parlaient français, ils n'écrivaient pas, ils ne lisaient pas en français. Et c'est une partie qui manquait là. Alors, par la suite, le bilinguisme, la diglossie, commençait à céder au monolinguisme en anglais. Ici. Okay. Le français était la langue de la vie quotidienne et du gouvernement jusqu'au 19e siècle, mais l'anglais est venu vite après. Voilà. Okay. Ce changement de comportement langagier communautaire à long terme et à grande échelle dans le sud de la Louisiane a pour résultat une culture de plus en plus monolingue en anglais dans la région et une population francophone de plus en plus minoritaire. Arrivant aux années 68, activisme, on voit la fondation du Codophile, le Conseil pour le développement du français en Louisiane. Un de leurs slogans était « L'école a détruit le français, l'école doit reconstruire le français ». Ils ont mis des programmes d'éducation en français, surtout aux écoles primaires, avec l'idée de créer une communauté bilingue. Mais peut-être pas bilingue en anglais et français acadien, mais bilingue en anglais et en français. Depuis 1983, nous avons des programmes d'immersion. Et c'est que les enfants passent la journée en français à partir de la maternelle, mais en montant dans les grades, c'est comme de moins en moins de français, malheureusement. Il n'y a pas un endroit où ils peuvent faire 100% en français pour toute la scolarité. Mais bon, laissons les côtés négatifs. Ouais. C'est là où, je crois que c'est de 2011, les paroisses où on a l'immersion. Vous voyez, on en a à Lafayette, Saint-Landry, Saint-Martin, Ibéry, c'est le cœur, si vous voulez. Bateau Rouge Est. Et par ici, il y a comme une autre version
vers la Nouvelle-Orléans, et puis à quelques cieux, Lake Charles. Ils voient maintenant l'immersion comme enrichissement, peut-être plus que revitalisation de la langue. OK. L'acadiana de nos jours, et j'arrive là à mes études. Il y a un emphase sur le caractère et la culture francophone de la région. Et venez vivre en français, joie de vivre, laissez les bons temps rouler, tout ça, c'est l'association est toujours entre ce côté francophone de la culture. On a le codophile, on a des programmes d'immersion en français, on a des festivals, on a des événements francophones. Les jeunes, ils voient du monde venir pour le festival international, pour les festivals acadiens et créoles. Il y a une semaine française d'Arnaudville. Il y a des organismes et activités francophones, franco-jeunes, franco-happy hour. Il y a des tables françaises. Et de l'extérieur et à la surface, super, right? C'est bien. Mais moi, je me pose la question, pour les gens ordinaires, pour nous qui s'investissent au français, tout ça est bien, mais pour juste des gens ordinaires, est-ce que ça les touche? Est-ce qu'il y a un impact dans leur vie, surtout, comme j'ai dit, pour les jeunes? Les jeunes louisianais d'aujourd'hui, on n'aime pas le dire, mais ils grandissent monolingues en anglais pour la plupart. Il y en a qui profitent de l'immersion, mais en général, tout le monde parle anglais. Mais là où ils habitent, le caractère de la région et de ses habitants est perçu comme étant étroitement lié à l'héritage francophone. Où on en est? Pour les jeunes louisianais, quel est le rôle du français acadien dans leur vie, dans leur région? Quel lien perçoivent-ils entre la langue et l'identité acadienne et entre la langue et la culture? Est-ce qu'ils sont prêts à dire c'est pas grave, ma grand-mère parlait français, mais maintenant ce n'est plus important? Et c'est ça que je cherche à savoir un peu plus. OK, alors j'ai commencé à poser beaucoup de questions à beaucoup de jeunes dans plusieurs études qui font partie de ma présentation aujourd'hui. Là, c'est 2007, c'est mon thèse de doctorat avec des lycéens 2010 et 2013 à UL Lafayette avec des étudiants de premier cycle. Ils ont rempli des questionnaires à l'écrit, ce qui m'a permis d'avoir beaucoup de données en très peu de temps et juste de faire des analyses de chiffres de beaucoup de jeunes. Une partie importante de l'analyse, et ça vient de Dubois et Mélenchon en 1997, c'est un choix d'auto-identification. Alors, à chaque fois qu'ils remplissaient le questionnaire, je demandais au début, qu'est-ce que vous considérez? Ils avaient le choix d'acadien, acadien américain, américain, créole, autre. Il y avait franco-américain, mais je l'avais laissé tomber. Et là, c'est au début, c'est bien en avant des questions importantes qui sont reliées à la question. Alors, ils font hop et ils continuent. Et pour moi, ça fait partie des analyses. Et ça fait partie importante des analyses. Alors, voilà mes études. 586 lycéens de 13 écoles en 5 paroisses. Ça a pris du temps. Et là, presque 56% s'identifient avec une étiquette avec la désignation acadienne. Parmi les lycéens, tous les chiffres sont élevés. Je crois qu'ils voulaient dire ce que je voulais entendre, un petit peu. Mais c'était quand même... je suis allée à Guédan, qui est perdu. Alors, et c'était subjectif, c'était pas objectif. S'ils ont dit je suis acadien, j'ai dit OK, pour l'analyse tu es acadien. J'avais pas de façon, je pouvais pas vérifier leur héritage ou quoi que ce soit. En automne, 462 étudiants d'UL Lafayette, dont seulement 41 étaient non louisianais. Vous voyez le caractère régional de notre student body. Et là, moins d'Acadiens, c'est normal. Juste un tiers qui s'identifie en tant qu'Acadien et 66% qui disent non, je suis pas Acadien. Automne 2013, 376 avec juste 34 non louisianais.
Et encore, c'est un peu moins de cadien. OK. Et là, la question qu'on va voir au début, c'est la question de qu'est-ce que c'est qu'un vrai cadien? Qu'est-ce qu'il faut pour être considéré un vrai cadien? Il est nécessaire de, voilà les choix, parler le français cadien, avoir appris le français cadien comme première langue maternelle, parler français quelconque, avoir des ancêtres acadiens, avoir des parents ou des grands-parents qui parlaient français cadien, habiter une ville ou un village cadien, ou vivre en Louisiane. Et ça vient de l'enquête de Dubois et Mélenchon qui ont fait une grande enquête linguistique dans 4 villes de 4 paroisses. Et pour eux, ils avaient des locuteurs de compétences variées. Et ils ont posé la question, est-ce que vous êtes cadien ou non? Et ils ont classifié selon les compétences, locuteur natif, semi-locuteur, locuteur passif et non-locuteur. Nous, ça va tourner autour des non-locuteurs. Il y avait 2 groupes de non-locuteurs dans leur étude, des gens de souche cadienne, mais qui n'avaient pas de compétences en français cadien, et pas de souche cadienne, pas de compétences en français cadien. Et là, ce sont ces 2 groupes que je pensais mettre en rapport avec mes jeunes, parce qu'ils sont soit cadiens, soit non cadiens, et personne plus ou moins n'a des compétences en français cadien. Et par le timing, les gens de cette étude pourraient être les parents des participants à mes études. Je l'imagine comme ça. Et dans leurs résultats, ces 2 groupes, c'était un peu différent que les autres. Ils ressemblaient plus aux participants dans mes études aussi. OK, ça va commencer là avec les tableaux, mais encore une fois, il y a une synthèse à la fin. OK, qu'est-ce qu'ils ont trouvé Dubois et Mélenchon? Pour les locuteurs natifs, ceux qui parlaient bien français, qui étaient cadiens, les choix étaient un peu différents. Ils disaient, oui, il faut parler français cadien. Mais là, on voit pour ceux qui ne parlaient pas français cadien, c'est d'avoir des ancêtres cadiens, puis des parents ou grands-parents qui parlent français cadien, de parler en français quelconque, et puis de parler français cadien, et puis vivre en Louisiane, habiter un endroit cadien et parler français comme la langue première. Là, c'est tout à fait en bas, et c'était en bas même pour les gens plus âgés. Alors, c'est un critère qui, depuis longtemps, ils ont dépassé. Okay, mais lycéens, on a presque le même ordre, ancêtre. Là, c'est dans notre direction, mais ils étaient tous dans les cours de français. Alors, ils ont choisi ce qu'eux, ils savent faire. Alors, parler français, c'est monter un peu. Parents ou grands-parents qui parlent français. Vivre en Louisiane, parler français cadien, habiter un endroit cadien et parler français comme langue première. Très similaire avec mes étudiants de 2010. Ancêtres, parents, grands-parents. Et puis le reste, c'est à peu près comme les premiers. Petit mot. Dubois et Mélenchon, dans leur étude, c'était un entretien et les participants ont dit oui ou non. Pour les miens, tout le monde aurait dit non. C'était à une échelle Likert, de tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas d'accord et pas du tout d'accord. Et j'ai fait des calculations de là. Alors si vous voyez d'accord, c'est tout à fait d'accord et accord combinés. 2010, il y a une différence. Vivre en Louisiane monte, parler français quelconque descend un peu, mais pour le reste, c'est à peu près pareil. OK. Comparaison des résultats. On commence avec l'ordre le plus commun dans les études. Ancêtre acadien reste en haut. Ouais. Là, on voit juste 3 endroits où c'est un peu différent. Alors, regardons comme ça. Dubois et Mélenchon, mes lycéens, Université 2010, Université 2013. Alors, on voit pour tout le monde, les ancêtres sont en haut, français acadien comme langue maternelle est en bas,
et les parents ou grands-parents qui parlent français acadien, ça reste important pour tout le monde. Parler français, ça commence à descendre un peu. Parler français acadien, c'est une descente, malheureusement. Et vivre en Louisiane commence à monter dans les rankings. Alors, on voit là que les critères linguistiques semblent avoir de moins en moins d'importance. Et c'est là la question identité et langue. Quel rapport? On va continuer. On va faire des comparaisons par groupe. Voilà les groupes, encore une fois. Et je dis juste cadien, non cadien. Et là où vous voyez les pourcentages, ce sont des pourcentages. Là où il n'y a pas de chiffres, je n'ai pas pu retrouver mes chiffres. Et pour le reste, ce sont des moyennes. Alors, regardons. Comparaison entre les cadiens et les non-cadiens pour Dubois et Mélenchon. Ils sont d'accord ici. Et les facteurs linguistiques sont parsemés un peu partout. Habiter un endroit cadien, ils sont comme whatever. Mais là, on voit qu'il y a un attachement, disons, aux facteurs linguistiques. Mais lycéens, parmi les cadiens et les non-cadiens. Mais ici, on voit les non-cadiens, c'est ça le pointeur, ils estiment un peu plus qu'il est important de parler français cadien que les cadiens. Et on voit la même chose ici. Les non-cadiens mettent plus d'importance pour les facteurs linguistiques, tandis que pour les cadiens, tous les facteurs linguistiques, tous les critères linguistiques sont en bas de leur échelle. Pareil pour nos étudiants ici, encore, parler français est plus haut là, et ici aussi. Mais pour les cadiens, ça reste tout en bas. Ouais. Étudiants cadiens, hop, tout à fait. On voit la même chose à chaque fois. Mais les étudiants non cadiens, il y a un peu plus d'accord pour l'idée de parler français ou parler français cadien. Comment ça se fait? Pourquoi ces différences? Comme explique Dubois et Mélenchon, pour ceux qui s'identifient comme cadiens, les critères auxquels ils donnent plus d'importance sont les critères qui correspondent à leurs propres caractéristiques, à leur réalité. Pour le groupe en tout, les compétences langagières deviennent de moins en moins importantes dans leur conception de l'identité cadienne. Surtout, ce sont des jeunes. Ils n'ont pas vraiment de choix de s'ils vivent en Louisiane ou non. Alors, vivre en Louisiane, c'est important pour être cadien. Si je veux dire que je suis cadien et je vis en Louisiane, hop, c'est important. Si je veux dire que je suis cadienne et je ne parle pas français, moins important. Alors, ça reflète la réalité de ces jeunes d'aujourd'hui. Mais pourquoi ces résultats parmi les non-cadiens? Mais il est possible qu'ils choisissent le fait de parler français comme critère important, non pas parce qu'ils entendent souvent du français. C'est pas que les cadiens n'entendent pas de français et les non-cadiens, ils entendent du français. Mais à cause de la perception du caractère français ou francophone de la région, ou de la culture. On a tous les noms, les noms des lieux, Maringouin, c'est une ville, Vacherie, Grand Coteau. Il y a plein de noms des lieux qui sont en français. Châtaigne, Châtaignier. Delcambre. Les noms de famille d'origine française ou acadienne, Domingeau, Bourgeois, Mouton, etc. Si on enseigne, il n'y a que des mots français sur le roster. Et des mots communs, lagniappe, tout le monde connaît lagniappe, c'est quelque chose d'extra. Boudé. Oh, elle est boudée. She's boudée. Elle boude. On dit ça en anglais. Couillon. Et des plats communs, étouffés, etc. Vaillant. Et ce que moi j'aime bien, pauvre bête. J'aime bien pauvre bête. Je suis surprise, mais tout le monde comprend ça. Et voilà ce qu'on voit ici.
Où est-ce que j'en suis? Ouais. OK. Là, c'est pour la langue et l'identité. Alors, on voit un peu la motivation pour les choix. Continuons avec la langue et la culture. Je dis, OK, je vois ça, mais approchons d'un autre angle et regardons, afin de vraiment comprendre la culture acadienne, et j'ai adapté ça d'une autre étude, mais je ne me rappelle plus laquelle. Et ici, les formulations sont vagues, et c'est fait exprès, parce que connaître le français acadien, c'est peut-être quelque chose de différent pour moi que pour toi, mais je voulais l'interprétation que eux, ils voulaient, pour voir qu'est-ce qu'ils diraient. Alors, les choix étaient de connaître le français acadien, parler et comprendre, plus spécifique, comprendre, les locuteurs passifs, connaître un peu. C'est quoi un peu? Hein? Et, ou bien, il n'est pas du tout nécessaire de connaître le français acadien. Est-ce qu'ils sont prêts à dire, yep, on va voir. Encore une fois, c'est tout à fait d'accord, et mes calculations sont basées sur valeur 5. 4, 3, 2, 1. Et on va analyser les réponses des étudiants. Sont-ils prêts à renoncer le français acadien comme partie intégrante de la culture? Hein? Après les autres questions, on va voir. La question ici était, voilà, afin de vraiment comprendre la culture acadienne, il faut connaître un peu. Voilà. Puisque la moitié disent qu'il faut connaître un peu. Parler et comprendre, là ils disent non, pas trop. Mais quand on dit qu'il n'est pas du tout nécessaire de connaître le français acadien, là aussi ils disent je ne suis pas exactement d'accord avec ça. Alors, on voit toujours un lien quelque part là, une reconnaissance du rôle du français. Ils ne sont pas peut-être prêts à tout à fait renoncer. Et on voit presque la même chose en 2013. J'ai fait la même étude en 2015 et malheureusement, je n'ai pas inclus parce que... Mais là, les chiffres étaient bien plus élevés pour parler et comprendre. Mais bon, ici, un peu. Tout le monde dit, ouais, oui, c'est bien de connaître un peu. C'est quoi un peu? Voilà. Et là, une comparaison des Cadiens et des non-Cadiens. Et il n'y a pas beaucoup de différences entre les réponses. Dans la moyenne, c'est très proche. Ici, les Cadiens, ça va être entre disagree et neutre. Ça s'approche à neutre, mais c'est un peu disagree. C'est un peu pas d'accord. Pour le reste, ouais, ils sont très proches. Mais parler et comprendre, vous voyez, les chiffres sont les plus bas pour ça. Mais en tout, c'est très, à part ici, un peu, c'est très... Toutes les réponses sont dans le voisinage de neutralité. C'est ça, un des problèmes qu'on trouve. Mais il ne faut pas perdre le français. Mais ma grand-mère parle français. Alors c'est difficile. Mais bon, ils ne sont pas prêts à renoncer. OK, et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ayant trouvé ça, c'est peut-être pas la meilleure nouvelle. D'abord, on va trouver où je suis ici. Hein? Ouais. La tendance à la neutralité montre un certain manque d'engagement de la part des jeunes, malheureusement. Mais on voit qu'ils ne sont pas prêts à relâcher le lien avec le français. Il paraît qu'ils reconnaissent quand même le rôle culturel et traditionnel du français acadien, bien que le fait d'adresser les questions de l'usage de la langue et son rôle actuel dans le maintien de la culture mettent en évidence l'état de la langue dans la communauté à présent. Ni ceux qui s'identifient comme cadiens, ni les autres n'associent fortement les compétences en français acadien, à part d'en connaître un peu, avec une compréhension de la culture.
Le fait que l'anglais domine la réalité linguistique du sud de la Louisiane et la vie quotidienne de ses étudiants conteste la notion de l'importance du français. Mais les participants ne sont pas prêts à concéder que la culture cadienne puisse continuer parfaitement bien en anglais. Réconcilier la réalité du paysage linguistique anglophone de nos jours avec la conceptualisation d'une culture étroitement liée au français est décidément un défi pour ces jeunes. Et pour nous qui voudrions les instruire, de les faire connaître le français cadien et de les faire apprécier le français cadien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les engager plus? Pour activer plus cette petite résistance à la perte du français à cet stage de leur vie. Là, ils sont en train de faire des décisions importantes, ils grandissent, ils deviennent adultes. Est-ce qu'on peut apporter des changements, des innovations ici? Je me suis demandé, au contexte universitaire, j'ai plein d'étudiants. Nous avons des étudiants qui sont souvent d'origine régionale. Ils ont assez souvent des grands-parents et des arrière-grands-parents qui parlent français cadien ou qui parlaient français cadien. Mais en fait, est-ce qu'ils savent vraiment ce que c'est que le français cadien? Ils disent toujours, ça existe toujours qu'on dit, c'est du français cassé. C'est un mélange de français et de l'anglais. C'est notre slang. C'est notre slang. C'est juste un peu de ci, c'est lagniappe, c'est gumbo, il y a beaucoup d'expressions qu'ils utilisent, mais on se posait la question, est-ce qu'ils connaissent vraiment le français cadien? Est-ce qu'ils savent que c'est vraiment une variété de français ou est-ce que ce sont juste des idées reçues avec lesquelles ils travaillent? C'est du français cassé. Ou c'est complètement différent du français standard. On ne peut pas comprendre le français cadien si on parle français standard. On dit comment sensibiliser les étudiants à la réalité. Alors, on a fait un petit projet dans les cours de deuxième semestre. Il y en avait 4 cours, 4 classes, à peu près 100 participants possibles. Ils ont rempli un petit questionnaire, bien plus petit que l'autre, un petit questionnaire au début et puis à la fin du semestre par rapport à leur intérêt pour le français cadien, à leur familiarité et ce qu'ils en pensaient. OK, mais entre les 2 questionnaires, on a fait une série d'activités qui ciblaient le français louisianais. C'est à la fin de chaque chapitre. C'est la journée lecture, par exemple, journée activité. C'est d'abord une lecture historique, une chanson d'un groupe contemporain qui illustre en fait les pronoms d'objet direct. Un poème dans lequel il s'agit de la langue et identité cadienne, poème de Jean Arsenault. Et là, ils lisent et ils écoutent. C'est très touchant pour eux. Et une chanson d'un jeune poète et chanteur engagé aussi. Et à chaque fois, la discussion commençait avec une analyse des similarités avant d'aborder les différences. On dit, ouais, ce mot est différent, oui, mais regardez, c'est le même pronom d'objet direct qu'on trouve dans notre livre, n'est-ce pas? Oui. Alors, on commençait en soulignant les similarités. Au début du semestre, ils ont jugé que le niveau de similarité, presque la moitié, ils ont dit, ils sont différents, le français cadien et le français standard. Mais à la fin, on a trouvé un changement. Là, ils ont renversé et ils ont reconnu, mais en fait, ces 2 langues sont similaires. Alors, juste ce petit projet de familiarisation a fait une différence. Peut-être qu'il faut commencer petit dans nos efforts. Familiarisation et sensibilisation. Le fait d'introduire la langue locale dans ce contexte illustre qu'elle mérite l'attention et qu'elle y est acceptable. On la met au même pied que le français qu'ils apprennent en salle de classe, qui est français académique. Mais le contexte guidé, c'est bien plus facile que d'essayer de parler français avec la femme qui parlait des cabris. C'est facile, c'est guidé, c'est une bonne introduction, petit à petit. Je crois que ils ont pu se détendre, juste apprendre sans
sans avoir peur de vraiment devoir créer en français tout de suite. Mais plus de familiarité avec la langue de cette façon peut mener à une reconsidération des idées reçues de la part de l'étudiant. Ouais. Aussi bien qu'un intérêt pour cette langue. Oh, mais c'est pas si différent. Je connais déjà du français. Oh, je pourrais expand mes connaissances. Et c'est aussi pour, les faire connaître un peu, ceux qui croient connaître, mais qui ne connaissent pas des fois très bien. Alors là, j'ai trouvé ça très utile. On continue avec les mêmes lectures, avec les mêmes leçons, tous les semestres. Il y a aussi, qu'est-ce qu'on peut faire de préservation. Comme vous avez vu les projets, c'était les meilleurs projets de la classe quand même. Mais avec des nouvelles technologies, il devient de plus en plus facile d'enregistrer des entretiens, mais sur le téléphone. Oui, je l'ai fait avec mon téléphone. Il y a 10 ans, on ne pouvait pas faire ça. On peut enregistrer, on peut sauvegarder les voix des gens, les structures, ce qu'ils disent. Pour les projets de ces étudiants, pour eux, ils ont obtenu une meilleure connaissance de la langue. Ils ont beaucoup travaillé pour avoir de bonnes traductions, pas traduction, mais transcription exacte de ce que leur sujet disait. Mais leur projet offre par la suite du contact avec la langue aux autres étudiants, ou comme ici aujourd'hui. C'est pas, on ne pourrait pas commencer avec les Cabris, mais en commençant avec les Frédéric pour montrer que oui, vous pouvez bien comprendre cette langue et puis ouvrir l'esprit. À UL, nous avons les archives de folklore acadien et créole, où il y a une grande quantité d'enregistrements anciens. Mais il faudra augmenter les collections avec des enregistrements contemporains. Et nous, on a fait un projet il y a quelques années où on prenait les enregistrements de Barriancé et on faisait des transcriptions détaillées, pas juste, j'ai pas compris, mais on passait du temps à bien digérer ce qu'il disait en utilisant un système que nous avons adopté, des conventions que nous avons adoptées afin de créer des textes que les gens pourraient lire en même temps qu'ils écoutaient les enregistrements. Et ça peut aider à l'apprentissage aussi. C'est repositoire, réservoir. C'est quelque chose que nous pouvons faire à partir de l'université, d'avoir plus de ressources, de promouvoir plus de préservation, des efforts de préservation. Il y avait un History Harvest aussi, toi tu l'avais fait. Ils ont collectionné des objets, des documents des gens de la communauté. Il y a aussi l'engagement communautaire qu'on peut promouvoir de l'université. Nous avons bien des initiatives locales, table française régulière. On peut aller parler avec Miss Viola qui va vous parler de Steve Riley parce qu'elle adore Steve Riley. Ça, c'est Steve Riley chez moi. Elle a sa photo dans son portefeuille. Il y a un programme de Bayou qui se développe à partir de LSU et Nunu's Arts Collective à Arnaudville. Et ce programme offre aux étudiants une période d'immersion en français à Arnaudville et les introduit aux activités traditionnelles, telles que la pêche aux écrevisses et le jeu de cartes qu'on appelle bourret. Ils ont eu des étudiants de New York University, Indiana, LSU. C'est juste à 1 heure de LSU, c'est bizarre que c'est un dépaysement. Il y a une semaine de la francophonie annuelle à Arnaudville aussi. Alors, nous pouvons élargir en participant à des événements comme ça. La mobilisation des francophones et des francophiles. De dire, tout le monde qui aime le français, venez pour travailler ensemble, pour pas dire qui ne comprend pas qui. J'aime bien cette affiche. Et aussi, enfin, en revenant à l'éducation, il y a un nouveau programme qui s'appelle Escadrille Louisiane, qui est à partir du Coup de Fil et l'Université Centenary à Shreveport, qui n'est pas dans le pays des Acadiens. Mais
c'est pour former des enseignants louisianais qui peuvent enseigner le français en Louisiane. Il y avait un groupe de pilotes qui s'appelait Escadrille Lafayette. Alors, on envoie les étudiants après qu'ils finissent leur baccalauréat le but est de pourvoir en personnel les écoles de Louisiane avec des enseignants louisianais. Et c'est ça qui a toujours manqué, parce que dans les programmes d'immersion, c'est souvent des enseignants d'autres pays francophones. On s'appuie beaucoup sur les autres pays. Mais ici, ce sont des enseignants louisianais qui sont certifiés et qui parlent français couramment, des enseignants qui ont l'héritage de l'État dans leur cœur. Et ce qu'ils font, à partir de Centenary, ils font une petite période à Shreveport, à Centenary, et puis ils partent à Rennes pour l'année scolaire. Là, ils font les cours pour le MAT, maîtrise en Master of Arts in Teaching, en même temps qu'ils servent d'assistants dans les écoles locales. Alors là, ils sont en immersion en français, en même temps qu'ils font des études d'éducation. Là, ils passent l'année académique comme assistant d'anglais dans les écoles primaires et secondaires. À la fin du programme, ils s'engagent, ils signent un contrat à enseigner dans les programmes de français en Louisiane comme enseignant pour au moins 3 ans. Et il y a aussi des subventions pour les écoles qui les embauchent et une subvention pour les participants. Alors là, ça commence à vraiment renforcer notre population d'enseignants natifs. Après 6 ans, il y a 11 participants ou anciens participants qui enseignent le français en immersion, ce qui est bien. C'est jusqu'à 10 par an, mais le plus grand groupe, c'était 8, je crois. 7 enseignent le FLE dans les écoles publiques et 4 enseignent le FLE dans les écoles privées. Et UL Lafayette est maintenant en train de développer un programme domestique semblable avec une période d'immersion dans un contexte francophone. Et quel avenir pour le français louisianais? Là, on y en est. Qu'est-ce qu'on peut faire de planification, d'innovation? C'est toujours la question la plus difficile. Des atouts de plus d'enseignement en français, plus de Louisianais qui enseignent le français. Et on a fait le tour avec l'immersion. Maintenant, il y a certains qui ont appris le français en immersion, qui reviennent enseigner le français en immersion dans les mêmes écoles où ils ont appris le français. Et là, c'est beau à voir. C'est très, très bien. Mais il y a quand même des défis. Même si on voit davantage de français, comment est-ce qu'on peut relier le français appris à l'école au français traditionnel des communautés, des grands-parents de ces enseignants? Et comment rétablir ou renforcer le lien entre la langue et la culture? La culture reprend la langue comme une partie plus importante. C'est la question de tous les jours en Louisiane. Mais bon, c'est la fin. Merci de votre attention. Et on va passer aux questions. Alors, merci beaucoup, Madame Linder, pour votre conférence très intéressante, puis très factuelle, avec plein de données, où on voit notamment l'oubli de votre langue acadienne, et puis 60 ans pas 60 ans, mais presque, 47 ans sans aucun, ou sans beaucoup d'aide pour conserver la langue, et puis une renaissance, là, au cours des dernières décennies, qui semble avoir ses effets en termes de faire renaître non seulement la langue, mais la culture acadienne en Louisiane. Alors, je voudrais savoir si vous avez des questions ou commentaires, madame, ici. Oh, allez-y. Après ça, c'est à vous. D'accord. Bonjour. C'est Francisco de l'Argentine. Dans votre introduction, vous avez parlé de francophones venus de la France et ses héritiers, les francophones venus de l'Acadie à partir du XVIIIe siècle.
Mais s'il y a eu également les colons français qui échappaient les colons saint-domingois, c'est-à-dire de l'actuel Haïti, qui ont échappé à la Révolution à la fin du XVIIIe siècle, qui sont allés d'abord à Cuba et après à Louisiane, et qui sont, même s'ils échappaient des esclaves, ils sont allés avec leurs esclaves domestiques. Donc je voulais vous demander si ces gens-là font également partie de cette culture cadienne dont vous venez de parler. Là, ils ont doublé la population. En arrivant à cette population, ils ont doublé la population de la Nouvelle-Orléans. Et à l'époque, dans cette partie de l'État, partout, mais il y avait un système tripartite de blancs, de créoles de couleur et de noirs. Et le système était très similaire au Cuba et puis en Haïti. Et en venant, ils ont, comme les deux sont, ça a renforcé un système qui était déjà là. Mais d'après ce que moi je sais, c'était plutôt du côté de la Nouvelle-Orléans, avec peut-être un peu d'influence vers nous. Mais la question de créole, langue créole et identité créole en Louisiane, c'est une toute autre question aussi. Evelyne Bornier, on se connaît. Merci déjà beaucoup pour la présentation. Merci. Moi, j'ai vécu pendant presque 20 ans en Louisiane et elle est toujours dans mon cœur, même si je vis en Alabama. C'est bien la question de Francisco, merci, parce que les créoles, c'est vrai qu'on n'en parle plus beaucoup, malheureusement. Et j'apprécie vraiment l'effort qu'on fait du côté cadien, mais je pense que c'est aussi important de se souvenir qu'il y a les créoles qui sont toujours là aussi. Tout à fait, ouais. Malheureusement, peu de personnes étudient la population créole et la langue créole est en train de mourir en Louisiane, ce qui est une catastrophe. Je voudrais aussi faire quelques remarques, c'est que le français est une langue officielle en Louisiane. Donc par exemple, si vous allez au tribunal, toutes les délibérations, et tout peut se faire en français, vous pouvez demander ça, et on ne peut pas vous le refuser. Vous pouvez également demander à ce que votre acte de naissance, si vous êtes né en Louisiane, soit rédigé en français. Pareil pour ce que vous appelez certificat de mariage. Je voudrais aussi souligner les travaux du professeur Dana Kress, qui travaille dans la partie qui est considérée non francophone du nord de la Louisiane, à Shreveport, mais qui a créé en fait une bibliothèque qui est en ligne, que vous pouvez consulter, qui s'appelle Tintamarre. Et vous avez énormément d'ouvrages en littérature franco-louisianaise qui ont été publiés. Vous pouvez les acheter sur Amazon. Et aussi consulter certains de ces ouvrages en ligne. Il y a de très beaux textes qui ont été mis en ligne récemment avec beaucoup d'illustrations, des choses magnifiques. Donc je vous encourage à regarder. Ça s'appelle Tintamarre. Tintamarre, c'est Tintamarre. Dana Kress, Kress. Alors c'est un homme et il a consacré toute sa vie en fait à la littérature franco-louisianaise. Donc là, c'est vraiment, incroyable. Il faut lui rendre hommage. C'est incroyable. Oui, absolument. Le codophile aussi, je voudrais souligner leurs efforts parce que moi j'ai été présidente du consortium des collèges et universités pendant 6 ans et je me suis battue vraiment, je m'arrachais les cheveux parce que, comme le soulignait le professeur Proulx, souvent le problème c'est le manque d'argent et le manque de soutien de l'État lui-même. On a vu un déclin du codophile vers la fin des années 2000, jusqu'en 2010, et là j'ai l'impression que ça repart. Ça me fait vraiment très plaisir. Et puis quand je vois des gens comme Marguerite, là ça fait chaud au cœur. Non, c'est vrai. Et des jeunes qui apprennent le français, qui vraiment collent à leurs racines et qui veulent partager leurs connaissances, leurs expériences. Ça, c'est vraiment génial. Voilà. Et puis je voudrais rappeler qu'il y a quand même 8% de la population en Louisiane qui parle français. Hein, c'est génial. Voilà. Merci. Le codophile ils font des bourses. On pensait que ça se terminerait par une question. Je crois 3 étudiants qui partent en Belgique cet été pour 5 semaines, je crois. Et c'est plus de connaissances qui aident souvent à
faire vivre l'intérêt pour le français local. Quand on connaît mieux le français de base, on peut mieux comprendre et apprendre plus de français local. Mon nom c'est Lovens, je suis de Connecticut. Je suis d'origine haïtienne et la créole c'est un peu, ça fait partie de moi. Et je pense que Evelyne a déjà répondu une partie de ma question, mais je voulais savoir, c'est quoi l'avenir pour le créole en Louisiane? Est-ce qu'il y a des efforts au niveau gouvernemental, il y a des efforts par votre organisation pour un peu encourager la pratique du créole? Au niveau gouvernemental, je ne connais pas, mais il y a des activistes, des jeunes, Christophe Landry, parmi d'autres, qui ont une présence en ligne maintenant, qui essayent de promouvoir le créole louisianais. De temps en temps, on a des messages, meetings communautaires pour faire revivre le créole, mais c'est difficile de suivre. Je n'ai rien vu par la suite, en général. Il y a un centre à Cane River, peut-être, un centre de créole, mais c'est assez dispersé. Oui, bonjour, moi c'est David, donc je travaille actuellement en Colombie-Britannique, mais je suis originaire de Bretagne. Donc je voulais juste mentionner qu'il y avait une petite coquille quand même sur votre PowerPoint. On a la chance en Bretagne d'avoir plusieurs universités, donc il n'y a pas une université de Bretagne. À Rennes, c'est l'université de Haute-Bretagne, il y a une université de Basse-Bretagne, de Bretagne Sud, etc. On en a beaucoup. J'aimerais vous poser la question, comment s'est développé ce programme de MAT entre la Louisiane et notre académie? Comment? Je ne sais pas. Okay. On a souvent des messages il y a cette délégation ou ce groupe ou cette université qui passe, mais c'est difficile de tenir compte de tout ce qui se passe. Mais ça fait... Cette dernière année, c'était la 6e année. Alors, j'imagine que c'était en développement pendant assez longtemps. Un détail, c'est que les étudiants doivent être acceptés par TAPIF, Teaching Assistant Program in France, Okay, donc ça, c'est un programme pour pouvoir faire l'escadrille. Ouais, mais ça, c'est un programme de l'ambassade de France. Oui. Ouais. Là, je ne vois pas exactement comment ils ont mis tout ça ensemble, mais je crois qu'il y a une petite priorité pour un nombre d'étudiants louisianais. Et en plus, ils sont les seuls qui peuvent demander d'être à Rennes à cause de ce programme. Merci. Bonjour. D'abord, je vous remercie énormément d'être avec nous. Je m'appelle Thomas et je suis étudiant à l'autre université en Louisiane. Et je ne suis pas louisianais parce que tout le monde ici me demande « Ah, tu es louisianais ?» chose que je ne suis pas, et parce que je ne serai jamais non plus, parce qu'on n'est pas né en Louisiane, etc. Mais j'ai une petite question, c'est pas une question difficile, mais je veux en savoir plus. Mais pourquoi est-ce qu'en général, en Louisiane, quand on parle de la francophonie, on ne parle pas beaucoup, justement, des Haïtiens qui sont créolophones, si on dit ça, et aussi francophones. Et j'aimerais simplement savoir est-ce qu'il y a des études, des chercheurs ou chercheuses qui sont maintenant en train d'incorporer les Haïtiens dans cette groupe de recherche, parce que je ne connais pas un Haïtien à la Nouvelle-Orléans, et je me demande simplement pourquoi, pour le moment, on ne dit pas la francophonie de la Louisiane, sont les Haïtiens qui sont là depuis 1804. Ouais. Ça fait longtemps. Je me demande, est-ce qu'il y a des recherches que je peux trouver? Nous avons un Haïtien depuis 1 an avec nous. Mais là, nous, on a des cours sur les Antilles, sur l'Afrique francophone. Notre programme, c'est vraiment la francophonie. Mais d'après que je sache, Haïti, chez nous, il n'y a personne qui travaille là-dessus. Mais ce n'était pas du tout pour nier les créoles dans cette présentation. C'est juste, si on rentre dans qui est cadien, qui est créole, si ça devient trop compliqué. Alors il faut des fois choisir une étiquette et suivre le chemin avec ça. Encore louisianais. C'est la norme des études sur la Louisiane francophone. Okay? Ma thèse, en fait,
francophones, c'est la norme d'étudier soit les créoles de cette paroisse-là, ou les Cajuns de ce coin-là, ou des choses comme ça, ou les Houmas de la paroisse Terrebonne. Et en fait, ce que moi j'ai découvert avec ma thèse, c'est qu'ils disent la même chose. Ils ont les mêmes liens avec la langue française. Ils ont tous les mêmes sentiments vers la langue française. Ils ont tous peur de perdre la langue française. Et puis ils ont tous des jeunes qui s'en fichent un peu, puis d'autres jeunes qui sont extrêmement intéressés. Ils ont tous des générations âgées qui avaient honte à une certaine époque, tout ça. Donc, mais c'est pas parce que Dr. Lindner ne connaît pas les créoles, tout ça, c'est juste que jusqu'ici, dans l'académie, on étudie juste un groupe. Et je crois que ça, c'est plutôt une séparation entre la réalité et la tour d'ivoire, un peu. Oui? Parce qu'on dit qu'il faut être scientifique, on ne peut pas les mélanger. Mais je ne veux pas les mélanger dans le sens que dire, OK, il faut oublier ton idée d'être Cajun ou d'être créole, tout ça, mais il faut regarder la réalité en ce moment, ce qui est extrêmement minoritaire, et puis dire, on est tous dans le même bateau, on a tous les mêmes problèmes, il faut travailler ensemble, puis il faut créer une identité ensemble. C'est souvent les gens disent visionnaires, mais je sais que c'est bizarre, surtout avec beaucoup de gens des Caraïbes ici, qu'elles ne parlent pas beaucoup des créoles, mais c'est parce que c'est comme ça que ça fonctionnait pendant très longtemps dans les études. Mais il y a aussi avec la question de créole, langue créole ou identité créole, parce qu'il y a des gens qui disent « je suis créole », qui parlent français et ils disent « je parle créole ». Je ne peux pas dire « tu parles français ». Ma question ne portait pas vraiment sur les créoles, c'est le fait que les Haïtiens parlent français. Ouais. C'est pas une question difficile, je voulais savoir simplement si je peux trouver des recherches qui portent aussi sur ça. C'était pas pour politiser. C'est la semaine d'alors. Nous, Haïtiens, on peut peut-être aller en Louisiane et faire aussi la recherche. Je crois que j'ai le micro ici. Hein. Bon, je ne sais pas si... Non, mais en fait, ce n'était pas ma question originale, d'origine, mais c'était... Oh, ok, excusez, on m'a passé le micro, désolé. Merci, c'est vraiment gentil, oui, effectivement. Merci beaucoup. Je m'appelle Prosper, je voudrais dire merci à Dr. Lindner, parce que c'est ma patronne, au passage, je voudrais le dire. Oui, c'est elle qui nous supervise au département d'études francophones, donc là-bas, au département de langue moderne, en Louisiane, à Lafayette. Je voulais simplement dire que quand on parle de langue, d'identité, je crois qu'il faut pouvoir aussi intégrer la musique, qui est très prenante en Louisiane, oui, et particulièrement à Lafayette. Donc, je m'attendais à ce que on ait quelques sons de la bonne musique, Zydeco notamment. On ne l'a pas eu, mais je voudrais que l'oratrice puisse certainement revenir un peu là-dessus, enfin, parler un peu. Quelle est la place de la musique dans la préservation de la langue là-bas en France? Ouais, la question c'est aussi quelle est la place de la langue dans la musique, parce que si on chante le Zydeco en anglais, est-ce que c'est toujours la même musique ou est-ce que c'est une dérivation de la vraie musique Zydeco? Et là, c'est une question compliquée. Il paraît, je ne suis pas sûre que c'est exactement correct, mais pour les festivals acadiens et créoles, ils doivent chanter en français. Il y avait quelqu'un qui était venu et qui a fait la moitié de son set en anglais. Et pendant plusieurs années, ils ne l'ont pas réinvité. Parce qu'il faut maintenir la francophonie au moins à ce festival. Nous avons plusieurs étudiants qui ont fini le baccalauréat avec nous, qui sont des musiciens professionnels. Maintenant, Blake Miller, Megan Brown. Megan fait une émission à la radio aussi. Et elle a trouvé très utile de faire un cours de phonétique, par exemple. De bien comprendre. Elle écoute les vieilles chansons et elle les transcrit. Et cette connaissance de phonétique l'a beaucoup aidé à
comprendre exactement ce qu'il disait vraiment et qu'elle ne faisait pas des approximations. Mais là, oui, la musique, c'est un bon outil. Par exemple, dans l'étude avec les étudiants de 102, si on trouve des chansons, on a l'esprit de la Louisiane et on a la grammaire française. Pour moi, c'est toujours la grammaire qui est important. Et on marie les deux. Et c'est quelque chose qui est proche au cœur de nos étudiants. Mais ce qui est intéressant, c'est dans nos livres, il faut se rappeler de le dire. On dit, OK, aujourd'hui, on va parler de la Louisiane. Ils sont comme, yeah, whatever. Vous voyez, est-ce que ce livre est juste pour cette université? Non. OK, mais pourquoi la Louisiane est là-dedans? Ah ouais, OK, c'est français. Et ils ne se rendent pas compte que la Louisiane est importante dans la francophonie, ou même fait partie de la francophonie. Et quand on fait des projets pas dans le cours de phonétique, mais on avait fait des projets de prononciation, ils lisent des poèmes, ils disent « Oh, mon accent, c'est juste cadien, c'est très joli, j'aimerais bien parler comme toi. » Mais le rapport est très compliqué. Je retombe toujours sur compliqué, mais tout est compliqué. Mais la musique, c'est un très bon outil. Sauf quand il y a dans les commentaires pour l'étude, « I hate this music. Do we have to keep listening to it? » Ou bien, pour une autre, juste étude, vrai cadien et tout ça, c'était tout petit comme ça. Derrière, une fille m'avait écrit « Pourquoi tu ne fais pas des études sur les créoles? Ma grand-mère... » Sorry. Mais il y a des opinions très fortes ici et là. Mais ouais, on essaye avec la musique. Veux-tu terminer? Oui. Désolé. Bonjour, je m'appelle Samuel et c'est pour faire suite à la question de Kofi Prosper. Pensez-vous que le salut du français cadien passe par le folklore? Et je fais référence entre autres à la musique. Vous avez parlé tout à l'heure du Festival des écrevisses, donc je me questionne un peu sur l'avenir du français cadien, là. Oui et non, si on montre juste, voilà le folklore, voilà, les jeunes, ça renforce l'idée que c'est la langue des vieux, que c'est vieux jeu, c'est démodé, c'est pas intéressant, c'est pas moderne. Et je crois que c'est en élargissant le champ de ce qu'on a, de ce qu'on peut voir, comme la petite vidéo avec le cabri. Ça, je crois que les étudiants disent « Ah ouais, ça c'est intéressant », mais si on dit « Voilà une autre histoire de bouquet et lapin », moi c'est vieux. Je peux regarder la vidéo sur mon téléphone. Mais d'essayer de faire une connexion avec eux au niveau plus moderne pour les ramener vers ce qui est le folklore, ce qui est les documents de base de ce qu'on a en français cadien. Mais le dictionnaire, il est très accessible. C'est un dictionnaire français-anglais, français-cadien-anglais. Et il n'est pas différentiel. C'est ça, il est complet. C'est pas juste des mots qui diffèrent en français-cadien. Ou bien, français louisianais, comme il est parlé dans des communautés cadiens, créoles et amérindiens. C'est le vrai titre. Mais ce dictionnaire montre pour chaque verbe, pour chaque adjectif, on essaie de donner des exemples. Alors, c'est très riche en exemples. Et dans certains exemples, on trouve des morceaux de la culture. Par exemple, pour écureuil, c'est mon exemple préféré dans le dictionnaire. Je lisais ou je travaillais, les écureuils. Moi, j'aime bien les écureuils. Ils sont mignons, ils sautent dans les arbres. Ouais. Je pensais, l'écureuil est sur la branche, je ne sais pas quoi. Il n'a pas mangé le dîner d'écureuil parce qu'il ne mangeait pas de viande pendant le carême. OK. Il y a beaucoup de culture là-dedans. On ne mange pas de viande pendant le carême. On mange des écureuils. On fait un dîner d'écureuil. Mais c'est bien plus riche que l'écureuil sur la branche. Mais là, on peut trouver ces richesses ici et là, mais c'est peut-être
une approche multifonctionnelle qui marcherait le mieux en incorporant tout ce qu'on a. Le folklore, l'oralité. Il y a des poètes maintenant comme Kirby Jambon, qui est très moderne et c'est intéressant d'écouter quand ces livres viennent avec des CD. C'est aussi de Tintamarre, les livres de Kirby. Il a eu un prix de l'Académie française. Et là, on peut écouter ces poèmes en même temps qu'on les lit. C'est comme ça, je crois, qu'on pourrait mieux s'approcher aux jeunes pour les engager dans notre projet. Le temps passe, on pourrait prendre une dernière question. Il y a Stacy ici qui avait la main levée. Bon, 2 questions, mais on fait ça rapidement. Stacy et Laïna. OK. Bonjour, moi je suis Stacy. Je fais mon doctorat à Louisiane aussi, à LSU. Mais je suis d'Illinois d'origine et moi je vois souvent avec mes étudiants en Maine où j'ai fait ma maîtrise et aussi en Louisiane, tous les étudiants disent, et c'est dommage, mais on dit le français en Louisiane est quelque chose, c'est un truc touristique. Alors, comment est-ce qu'on peut séparer, faire une distinction entre le français et les origines, la culture française en Louisiane et le tourisme? Ouais, là c'est difficile. Parce que même une question sur un des questionnaires, c'était quelle est la ville la plus cadienne que vous connaissez en Louisiane? New Orleans. C'est pas cadien. Mais non, c'est pas du tout cadienne. Il y en avait d'autres qui connaissaient, c'était down the bayou. Those little places down the bayou. Ouais, ok. Mais la difficulté de les faire comprendre, tout ça à tous ces niveaux. Ouais, mais est-ce que c'est touristique? Je n'ai pas souvent entendu. C'est juste, chez nous, ouais, ma grand-mère parlait ça. Quand j'ai fait mes l'étude avec les lycéens, j'ai fait aussi des entretiens. Il y avait deux filles. J'ai dit, mais vous parlez français? Moi, ouais, pas trop. Bah, tiens, ma grand-mère est pas français. Peut-être que je le parlerai quand je serai vieux aussi. Donc, Maybe I'll talk it when I'm old. Ouais. Bonjour. Ouais. Bonjour, je suis Laïna Blément de la Guyane française. Donc je vis en fait une réalité de multilinguisme en Guyane où on parle 30 langues. Voilà, bon, le français c'est la langue officielle, mais c'est en version paradoxale, c'est que il y a des langues en fait vernaculaires tournées vers une communauté bien précise. Donc je voulais savoir, est-ce que le cas du français louisianais, il s'agit d'une langue vernaculaire ou bien encore avec la nouvelle génération, elle se tend comme étant une langue véhiculaire? Véhiculaire pour ceux qui veulent la parler, j'imagine, mais pour les vieux, c'était vernaculaire. Et ce qui est difficile, j'ai pas mis dans ma présentation, le français cadien, c'est doublement stigmatisé, disons, dans les cas de diglossie. C'est l'anglais qui est le plus important, a le plus de puissance, mais aussi cette idée que le français de France est meilleur. Ça, c'est le bon français. Alors, c'est doublement stigmatisé entre diglossie enchaînée, on appelle ça. Il y a une condescendance, en fait, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une représentation de sous-langue, en fait. Oui. D'accord. Merci. Et c'est pour ça que c'est difficile quand on dit faire revivre votre langue. Si on se présente pour des subventions, on dit vous avez un dictionnaire et c'est du français. Ouais. Ok, mais c'est différent. Et des fois on dit c'est un dialecte, mais c'est pas un dialecte de l'anglais, c'est une autre langue en Louisiane. Alors à chaque fois c'est jamais très 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 clair qu'est-ce qu'il faut appeler les choses et comment procéder. Terminé, si je comprends bien. Bon, alors nous avons une remise de... Okay. Alors, merci beaucoup, madame. Merci à vous. Merci infiniment.
Alors, c'est le Centre de la francophonie des Amériques et l'Université du Québec à Chicoutimi qui souhaitent vous remercier.